Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à l'extrême nord-est du département, à la frontière avec l'Alsace, découvrir un village de 164 habitants situé à une quinzaine de kilomètres de Raon-l'Étape. Vexincourt était un village agro-pastoral travaillant le fer avant d'accueillir un atelier technique de l'industrie textile. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un tout autre atelier, celui de Jean-Baptiste et Émilie qui sont passionnés par les pierres. En fin d'émission, retour sur l'histoire, les légendes d'un lieu bien connu dans le village, le lac de la Mée. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Marie-Christine Régnier. Vous êtes la maire du village depuis 2017. Alors c'est un village calme, à proximité d'un site touristique, le Donon, un village où il fait bon vivre. Effectivement, c'est un village très touristique parce que le Donon est reconnu mondialement, je veux dire. Et c'est un village qui n'est pas traversé par les départementales. Donc c'est un confort de vie. Vous n'êtes pas originaire de Vexincourt, mais vous avez craqué, j'ai envie de dire, en arrivant ici il y a déjà une vingtaine d'années. En 2005, nous avons craqué effectivement sur une maison. Et puis c'est un vrai coup de cœur. Et les gens qui achètent, les futurs propriétaires ont vraiment tous un coup de cœur pour Vexincourt. Majoritairement, qui sont les personnes qui achètent? Des familles, des personnes qui travaillent en Alsace, j'imagine aussi? Des familles qui résident en Alsace, qui passent le Donon, et des jeunes couples. 3 naissances cette année. Ah, ça c'est important. Je suis très contente. Très contente, c'est un renouveau. Pour les petits villages de vallées profondes comme les nôtres, il nous faut de la vie. Et donc ici dans ce village, on parlait du tourisme tout à l'heure qui est important. Il y a aussi encore une petite activité économique et ça aussi ça permet de maintenir les villages. Vous disiez les villages qui sont reculés dans les vallées, c'est important. Ah oui, bien sûr, nous en avons besoin. Nous avons donc la taillerie de la Haute-Creuse, nous avons un salon de coiffure, une onglerie, une auberge, un bar-restaurant. Nous avons aussi une ostéopathe, des débardeurs forestiers. Ça permet de maintenir le village, tout comme les associations d'ailleurs du village, encore 3. Quand on voit qu'il y a 160 habitants ou 164, 3 associations, c'est encore quelque chose d'important. Oui, nous avons l'amicale des sapeurs-pompiers parce que nous avons une caserne de pompiers dans le milieu de la vallée et ça nous y tenons. Et nous sommes bien secondés par le SDIS qui nous permet de garder cette caserne. Nous avons l'association des Cousettes, nous avons le comité des fêtes. Alors eux, ils nous gâtent, ils nous font nettoyer la nature, ils nous concoctent aussi Halloween. Enfin, ils font plein de moments de convivialité. Ah oui, puis les anciens sont très intéressés. On peut dire qu'aujourd'hui, ça va chez vous avec Vexincourt, j'ai l'impression en tout cas. Très bien. Moi, je suis contente d'être maire de Vexincourt. Et justement, c'est quoi être maire de Vexincourt aujourd'hui? C'est presque un sacerdoce, parce que jour et nuit, bien sûr, multitâches. C'est très prenant mais très enrichissant parce qu'on rencontre des personnes différentes, avec des tempéraments différents, heureusement. Est-ce qu'il y a des projets dans ce village que vous aimez tant pour les années à venir? Nous avons déjà réalisé quelques voiries et nous avons un programme d'établi pour 2024-2025 pour faire l'entrée du village. Parce que je trouve que nous avons beaucoup de touristes et le fait d'avoir une voirie correcte, ça permet aux gens de s'y sentir bien. Déjà pour nos administrés. Bien sûr. Et puis les touristes, ceux qui viennent, ils se disent « Ah, c'est un charmant village, la voirie est faite. S'il y a des maisons à vendre, peut-être pas pour l'immédiat, mais on pourrait peut-être envisager de s'y établir. » Donc, on peut préciser, mais que Vexincourt a aussi des résidences secondaires. Oui. Voilà, c'est ça, il y a aussi des personnes qui investissent pour le secondaire. Pour le secondaire. Ça représente la part à peu près? Une bonne trentaine de pourcentage à peu près. Il y a un autre projet, alors qui est pas trop loin de nous. Non, non, effectivement, la commune a acquis il y a une dizaine d'années une ancienne forge
C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi de réhabiliter la forge. C'est un plus. Et je dis toujours que Vexincourt, en fin de compte, c'est un lien. Il y a l'eau du lac, il y a la pierre de la taillerie, il y a le feu, Avec la forge. et puis la terre Où on vit. où nous vivons. Alors pour moi, c'est quelque chose les 4 éléments. C'est C'est important d'avoir les c'est 4 éléments réunis. Oui, c'est un équilibre dans la vie peut-être. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas Marie-Christine pour votre accueil à Vexincourt. Nous partons maintenant parler de pierre avec Jean-Baptiste. C'est en 2008, après un stage, que Jean-Baptiste et Émilie se sont lancés dans l'aventure des pierres. Après une première boutique en Haute-Saône, ils rejoignent finalement les Vosges et Vexincourt en 2015. Jean-Baptiste, merci de nous accueillir dans la boutique. Alors, les Avec pierres, plaisir. c'est donc une histoire, une passion transmise par votre oncle, c'est ça? C'est ça, c'est une passion familiale depuis 2008 pour moi, bon, lui bien avant, et donc a été transmise du début à la fin, vraiment aussi bien sur le côté minéralogique que sur le côté du travail de la pierre artisanale. Donc, il vous transmet sa passion et puis après, il y a un côté autodidacte aussi pour en apprendre encore plus sur le métier. C'est ça, comme chaque artisan, on a tous un petit peu notre patte, voilà, on crée avec les formes qui nous inspirent le plus. Vous arrivez dans les Vosges vraiment pour la boutique ou vous arrivez dans les Vosges aussi pour le cadre de vie? Alors, il y a un petit peu des deux. Bon, c'est sûr qu'on était quand même déjà dans un cadre assez calme et tranquille, en Haute-Saône, mais bon, là, c'est pareil, on est très très bien dans cette petite vallée de la Plaine. Et donc, on y va aussi pour le côté magasin et le développement donc, de notre activité. Votre oncle cesse son activité au moment où vous reprenez, en fait, vous Exactement. Il arrête en 2014 et nous, donc, on fait notre première saison ici en 2015. En quoi consiste votre travail? Donc, vous êtes lapidaire, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, ouais. C'est quoi le métier de lapidaire? Alors, le métier de lapidaire, c'est donc le découpage et le polissage de la pierre fine. Tout simplement. Exactement. Enfin, tout simplement, ça ne doit pas être si simple que ça. Et d'où viennent toutes ces pierres qu'on voit autour de nous Alors, ça vient un petit peu des 4 coins du monde, essentiellement du Brésil, de l'Inde, de Madagascar, qui ont des richesses minières assez importantes et donc qu'on fait revenir chez nous pour les travailler. Il y a des pierres que vous aimez plus travailler que d'autres? Alors, il y a des matières, oui, avec lesquelles on a un peu plus d'affinité, ce qui peut ressortir des reflets comme la labradorite, la pierre de lune, voilà, qui sont des feldspaths, ou bien des pierres aussi très développées en couleurs. Donc voilà, comme la malachite, où on a un très beau vert qui revient, le lapis-lazuli d'Afghanistan, qui est magnifique aussi, où on a des couleurs extraordinaires qui se dévoilent avec le polissage. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix, j'ai envie de dire, sur les pierres. Vous êtes allé les découvrir avant de les faire venir? Est-ce que vous aussi, vous avez voyagé pour aller découvrir ces pierres? Comment vous faites? Eh ben, il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire que, bon, ayant des contacts dans la famille depuis plusieurs années, on fait directement importer certaines matières de certains pays, mais on aime aussi voyager, aller les chercher nous-mêmes et même faire de la prospection. Donc pour lister quelques pays, on est déjà allé au Maroc, en Grèce, en Italie, en Espagne pour le côté européen. On allait un petit peu plus loin au Mexique et au Sri Lanka également pour des matières un petit peu plus rares et diverses. Et le côté vosgien alors dans tout ça? Il y a aussi Alors le côté il y a vosgien, aussi des minéraux. effectivement, on a aussi de très belles pièces minéralogiques qui viennent du massif vosgien, donc aussi bien sur le département Vosges, mais aussi les départements voisins. Et donc là, on peut trouver aussi des beaux spécimens non seulement à travailler, mais aussi en minéraux bruts de collection. Alors, on parle beaucoup des bienfaits des pierres, hein. On sent un certain engouement depuis quelques années. Est-ce que vous le ressentez aussi? Oui, on voit depuis le début des années 2000, les gens viennent pour choisir des pierres dans le milieu de la lithothérapie. Voilà, qui est un métier complètement différent, hein. La lithothérapie, c'est un métier, le lithothérapeute, c'est ça. j'imagine. Oui, le métier de lithothérapute est bien un métier à part entière. Donc nous, on a le matériel pour travailler en lithothérapie, mais nous ne sommes pas lithothérapeutes. Donc quand on vous demande des recommandations sur les pierres, c'est vrai qu'on parle aussi de pierres qu'il faut recharger, des choses comme ça. J'imagine que c'est les conseils que viennent peut-être prendre aussi les personnes qui achètent des bijoux, tout simplement. Oui, exactement. On a tout à fait ce genre de questions au quotidien. Donc là, nous, on se base sur des auteurs qui travaillent dans le domaine depuis plusieurs années et on conseille en fonction des écrits qui nous rapportent. Et on précise bien sûr que ça ne remplace pas un traitement médical. Non, pas du tout. C'est important. C'est un petit plus, un petit bonus. Vous travaillez avec votre compagne, Émilie, oui. Qui, elle, s'occupe de la partie fabrication. Donc, en fait, c'est d'abord vous et ensuite elle, c'est ça qui... C'est ça, on peut aller dans le sens-là où moi je découpe poli et elle peut sublimer donc la pierre en le montant en bijoux. Quelles sont les personnes qui viennent ici, qui viennent vous voir? Est-ce qu'elles viennent précisément pour acheter un bijou? Est-ce que c'est plus du tourisme? Alors, on a un peu de tout. On a vraiment des gens qui viennent dans l'objectif
l'objectif de découvrir le monde minéral. Il y a d'autres personnes qui viennent dans le but du bijou et voilà, de la créa, d'autres qui viennent s'intéresser sur le bâtiment, sur la façon de faire. Voilà, c'est vraiment un ensemble aussi bien touristique que local. Et le bâtiment, justement, on n'en a pas dit un mot, mais c'est un bâtiment qui a une histoire aussi. C'est une ancienne scierie, la scierie de la Haute-Creuse, hein, donc, qui a été construite dans les années 1800 et voilà, qui est toujours debout et qui tient le coup. Bon, il va y avoir un petit peu de travaux à faire, mais l'essentiel du bâtiment est encore là et on a un patrimoine qu'il faut conserver et laisser accessible. Les projets, vous parlez de bâtiments qui pourraient être un petit peu refaits tout en gardant le charme. Il y aura toujours oui, la structure de base de la scierie qui sera en place. Il y aura quelques petits aménagements et un petit peu de modernisation dans les années qui viennent, mais bon, ça va se faire tranquillement au fil du temps. Et à part ces travaux, est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres envies de développement d'activité? Pour l'instant, on va déjà se concentrer là-dessus et on verra plus tard, mais oui, il y a toujours plein d'idées et plein de projets. On n'en saura pas plus aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Mais Jean-Baptiste, pour votre accueil. Plaisir. Nous continuons notre découverte de Vexincourt. Nous partons au lac de la Mai. En pleine forêt, le lac de la Mai est un lac naturel de formation glaciaire situé à une altitude de 678 mètres. Le site abrite plusieurs légendes, découverte d'un lieu très apprécié pour son cadre et son calme. Bernard, nous sommes avec vous ici au lac de la Mai. Alors vous n'êtes pas originaire de Vexincourt. Vous êtes arrivé en quelle année à Vexincourt? 1958. Et ce lac, vous le connaissez bien alors? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce cadre? Ah, la beauté, hein? Déjà pour commencer, puis la tranquillité. C'est un vrai repos. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. Ils sont émerveillés. Hein? C'est un lac qu'on découvre un petit peu par hasard. Il faut un petit peu grimper avant de le découvrir. On arrive sur un site grimper, oui. Il y a 4 km de Vexincourt. Alors c'est un lac qu'on appelait autrefois la mer. Alors on ne sait pas, il n'y a pas vraiment d'explication, ou en tout cas pas connue. Non, c'est tellement vieux. Mais il y a plein de choses qui se disent, en tout cas sur ce lac. Il y a beaucoup de légendes. Oui, et puis vous me disiez en préparant l'émission que autre chose aurait été ici avant ce lac. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, soi-disant qu'avant le lac, il y avait un château fort. C'est surprenant, un château fort à cet endroit. Eh ben, il a 15 mètres de profondeur. Hein. On avait les plongeurs de messe qui venaient faire des exercices ici. Et ils trouvaient au fond de la charpente encore. Ah, donc peut-être que le château fort... Qu'est-ce qu'il y avait? On ne sait trop rien. Hein. On ne sait trop rien, bien sûr. Donc c'est un des derniers lacs dans notre département de formation glaciaire, c'est ça? Glaciaire, oui. Alors on rappelle que la pêche et la baignade sont interdites, c'est bien ça? C'est interdit, oui. Est-ce qu'il y a quand même des poissons dans ce lac? Ben, il paraît. Sauf la truite, parce qu'elle ne tient pas le coup. Alors il paraît qu'il y a beaucoup de mystères, de légendes autour de ce lac. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, vous, de ces légendes? Il y a la chapelle qui se trouve à 200 mètres au-dessus du lac. Le jeudi de la fête de Dieu, il y avait une procession qui partait de Vexincourt avec la Vierge, portée par 4 filles ou 4 femmes. Mais il fallait qu'elle soit vierge. Et puis il y avait la messe qui se trouvait à la chapelle. C'est une chapelle aujourd'hui qui est gérée par qui? Par la commune? Par la commune. L'ONF l'a donnée à la commune. D'accord. Et l'ONF, par contre, alors nous, on s'occupe de la chapelle, puis le lac, c'est l'ONF. Qui s'en occupe. Et alors, vous me disiez que pour être marié dans l'année, il fallait faire combien de fois le tour? 7 tours sans parler. 7 tours sans parler. Bon, bah écoutez, voilà. Si les gens veulent se marier, 7 fois le tour du lac de la Mai. Alors, soi-disant qu'en faisant les 7 tours, on arrive à écouter le violon. Parce que soi-disant qu'il y avait un orchestre à l'époque, soi-disant qu'il n'y avait pas de lac. Alors, il faisait bal, il y avait un bal. Et il y avait les vêpres qui sonnaient à la chapelle. Et en sonnant, ben, ils dansaient, puis il paraît que ça s'est écroulé et l'eau est venue. Attends. Encore une légende. C'est une légende. Hein. Il y en a beaucoup de toute façon sur ce lac. Bon, écoutez, je vais tenter de faire le tour du lac et puis on verra ce qui se passe. Merci beaucoup Bernard pour votre accueil. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'est bon, les diaphs, ça va? Vous arrivez à faire votre boulot? C'est la danse du soleil. Rafiki là, il présente Simba aux girafes et aux éléphants.
Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.